bienvenue dans cette troisième table ronde du Fandival sur la pierre de tir. Donc, on va vous parler maintenant de, non pas donc de la nocturne jusqu'à ce qu'on tombe. Je viens de voir qu'on n'a pas changé le, le nom. Le nocturne est toujours là. Non, on va vous parler maintenant du coup de la magie. Donc, pour finir notre triptyque de table ronde autour des thématiques de la magie. Je vais vous présenter rapidement mes intervenants. Donc, avec moi, j'ai Lippi Ferra. Coucou, moi je suis de la pierre de tir et aujourd'hui je représente exclusivement le Cosmer. Moi je vais parler que de ça. C'est déjà beaucoup. Ouais. On a Eridan. Coucou les gens, moi je suis de la garde de nuit et voilà, je suis très content d'être là. C'est déjà ça. On a Dodo Ça Kubo. aurait pu être pire. Bonjour, pour ceux qui étaient là hier, vous m'avez vu en train de masteriser le jeu de rôle et je vais représenter Tolkien Deal. Et on a Solil. Bonjour à tous, et moi je représente la pierre de tir, mais je vais parler exclusivement de la roue du temps. Voilà, donc, vous l'aurez Et remarqué, on a... évidemment, et du coup, et ça va coûter très cher. Oui, parce que vous avez remarqué, on n'a personne de la Gazette sur cette table ronde, mais ça nous a permis en contrepartie de séparer Cosmer et Roue du Temps, donc c'est un perdu pour un gagné. Euh, pour le chat, si vous avez l'habitude, si vous nous suivez depuis le début du week-end, vous commencez à le savoir, on a encore plein de cadeaux à vous offrir. Donc on remercie une nouvelle fois tous nos partenaires. Là, sur cette table ronde, vous aurez un recueil de Pygmalion sorcier et magique, un recueil de nouvelles de plusieurs auteurs et autrices de fantasy assez connus, dont un certain George Martin. Vous aurez le premier tome de Fils des Brumes et le premier tome de La Voix des Rois. Enfin, le premier tome des archives de Rochard, parce que La Voix des Rois, c'est le nom du premier tome. Ils sont offerts par le livre de poche. Et vous aurez les origines de la saga, offerts par Hugin et Menin. Donc, on vous préviendra tout au long du live, vous aurez des tirages au sort pour gagner tous ces bolos. Vous avez toujours également le jeu fil rouge. Si vous n'avez toujours pas fait votre story Instagram en mentionnant les 4 fandoms, faites-le. Il est encore temps et il y a vraiment des bolos à gagner. Et vous avez également l'autre jeu fil rouge, celui de la grille de mots fléchés à remplir. Donc on vous donnera la définition à peu près au milieu du live pour vous forcer à nous écouter attentivement tout du long. Euh, voilà pour les briefs de départ. Sur le sujet qui va nous occuper là pendant 2 heures, pour vous en dire un peu plus, on a décidé de le répartir en 3 parties. Donc on va d'abord vous parler un peu de ce qu'il y a en amont de la magie, donc le coût de la magie, vraiment ce que ça fait avant de lancer le sort, d'utiliser la magie, etc. Nos intervenants vous détailleront tout ça. On aura une petite partie sur qu'est-ce qui se passe en aval, quel est le résultat de ce coup. Et dans une dernière partie, on s'attachera un petit peu à l'approche littéraire de ça, comment c'est utilisé et qu'est-ce que ça signifie dans les différentes œuvres. Et avant de vous lancer, je vais vous lancer, enfin on va vous lancer. On me dit ça crachote, je ne sais pas si ça crachote toujours, Apparemment il y a des problèmes de son. ça a l'air d'aller. Si ça ne va pas, vous me redirez. Et du coup, on va vous lancer le premier tirage au sort, donc pour gagner l'intégrale, enfin l'intégrale, pas du tout, le recueil Sorcier et Magie de Pygmalion. Donc le tirage au sort va apparaître magiquement dans votre chat et vous allez pouvoir le rejoindre en utilisant point d'exclamation rafle. Et on vous annoncera le gagnant ou la gagnante quand il sera arrivé. Et on va pouvoir commencer tout de suite sur notre sujet du coup de la magie. Et ma première question pour vous est déjà, y a-t-il un coût à vos magies dans vos univers? J'espère que oui, parce que sinon la table ronde va vite se terminer.
Et est-ce que c'est plutôt un coup littéral ou symbolique? Et on peut commencer par exemple par, Eridan, notre bavard en chef et comme ça, il va ouvrir les vannes. Ouais, moi, on a essayé de me faire taire, ouais. Alors, est-ce que vous m'entendez du coup? Parce que je vais pas pouvoir vous mettre l'image, mais vous allez On pouvoir t'entend. avoir le son. Vous avez le meilleur de moi, chanceux. Bah pour répondre à ta question, oui, clairement, dans le Trône de Fer, Dieu merci d'ailleurs, il y a bien un coût à payer pour la magie, sinon la table ronde aurait été très très courte. Chez nous, ça va surtout prendre la forme d'un d'un coût à payer en forme de douleur, bien souvent, douleur infligée à soi-même, aux autres ou au monde en général. Mais on aura sûrement enfin, on aura sûrement le temps d'y revenir par la suite. Mais donc oui, il y a bien un coût à payer. On n'obtient pas un miracle ou même une malédiction magique dans le trône de fer sans en payer le prix. Donc plutôt un coup, littéral, de douleur quoi, c'est surtout ça, Bah, je pense pas que ce soit forcément toujours un coup très symbolique. Alors, on en reparlera quand on détaillera un petit peu, notamment sur bah, les cicatrices que va laisser ce coup. Des fois, c'est des cicatrices qui sont physiques, des fois, c'est des cicatrices qui sont toujours visibles, parfois, c'est encore d'autres choses, mais voilà, oui, il y a toujours un coût et il est toujours très dur à payer. Ça, c'est dit textuellement. il y en a un ou une qui veut réagir, rebondir. Dodoxo par exemple, vas-y je l'assigne pour l'instant. Est-ce que vous avez Chez, un ouais, chez Tolkien, oui, il y a un coup, il y a un coup physique aussi. Ça se voit particulièrement sur les deux grands méchants qui sont Morgoth et Sauron, où ils utilisent leur puissance intrinsèque de Vala et Maya pour diluer leur puissance magique dans leur création. Et ce qui fait que ils s'amenuisent. Je mets des guillemets à s'amenuisent, mais ils transfèrent une partie de leur énergie magique dans leur création et ils sont donc moins forts au fur et à mesure où ils créent. C'est pour ça que Sauron, quand on détruit l'anneau unique, est détruit parce qu'il a mis une grande partie de son énergie dans la création de l'anneau. C'est l'exemple le plus le plus frappant de chez Tolkien. un Horcrux. Je fais faire le rebondissement Oui. gazette, vu qu'il y a pas de gazette. Non, mais j'y pensais aussi, effectivement. Ça rappelle vraiment aussi le fonctionnement de l'Orcrux dans la Gazette enfin, pas pour la Gazette du Sorcier, mais dans le monde d'Harry Potter, où effectivement Voldemort place des parties de lui-même et en même temps qu'il fait ça, bah, il s'affaiblit. Son physique s'altère également à cause de ça. Et lui aussi, il en paye vraiment le coup. C'est d'ailleurs, je pense, l'une des rares fois où on voit le coût de la magie dans Harry Potter. Vraiment à travers cet exemple-là, me semble-t-il. Si vous avez d'autres exemples, J'ai un autre exemple dans Harry Potter, mais j'en parlerai à la fin. Je vais laisser d'abord. Peut-être on peut aller sur Lippi. Ouais. Lippi dans ses multiples systèmes de magie que tu Oui. représentes. Alors, chez Sanderson, on va pouvoir parler en globalité de tous les univers en même temps parce que dans le Cosmère, on a ce qu'on appelle l'investiture. Et l'investiture, c'est assez... Oui, Nama. L'investiture, c'est littéralement le mana, finalement, qui nous permet d'utiliser la magie. Du coup, on va pouvoir très facilement quantifier la quantité de magie qu'on peut utiliser. Donc je développerai, donc c'est extrêmement littéral. Voilà. Et du coup, ouais, je rebondis sur ce que Galdroid dit dans le chat. C'est effectivement une des idées que j'avais, ce côté encore plus prosaïque, parce que là, on parle donc du coup en mana ou du coup physique que ça a. Dans Harry Potter en particulier, on a un coût vraiment au sens propre, un coût économique, que ce soit les frais d'inscription à Poudlard qui sont cités, que ce soit, moi je pense à Ron qui peut pas s'acheter une baguette et qui du coup a sa baguette qui tire à l'envers. Donc on a vraiment un coup très premier degré aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi pour moi dans Mistborn, par exemple, avec ce côté les métaux qui sont la source, en fait, encore avant cette investiture, et qu'il va falloir
qui sont une ressource en fait. Ils en parlaient, je sais plus dans quelle table ronde aussi, et qu'il y a tout un enjeu sur le contrôle de cette ressource également, et donc c'est un coût Tout à fait. vraiment premier degré, quoi. Oui, oui, dans Mistborn, les métaux, effectivement. Dans les archives de Rochard, ça va être la Stormlight, donc la Fulgiflamme et les autres flammes. Dans Warbreaker, ça va être les souffles. Alors les souffles, chaque personne de cette planète naît avec un souffle et on peut compter les souffles en termes de nombre très précisément, puisque une personne naît avec un souffle, et ensuite on peut donner son souffle à quelqu'un d'autre, et plus on a de souffle et plus on est puissant, par Donner exemple. ou vendre, hein, du coup, pour, pour se faire de l'argent, justement. Exactement. Et Solil, du coup, côté roue du temps, on est sur quel type de coup? Heu, un coût global, que ça soit physique, par rapport à la fatigue, à l'épuisement, dû à la puissance parce que, plus on est puissant, on en fait, c'est inverse c'est de l'inversion proportionnelle. Quand on J'allais dire quand on a moins de puissance, on est fatigué beaucoup plus, non, en fait, c'est pas inversement désolée, hein, je suis un petit peu, en tout cas donc, il y a physique, il y a psychique, on a aussi un coût, social et politique, mais ça, on a vu ça dans les autres tables rondes. On a un coût historique aussi et il y a aussi, le fait que le pouvoir, heu, en fait, il y a pas d'école. Heu, on est avec, les gens qui canalisent, sont quelque part, on va dire, élus par la toile, par le pattern. Donc en fait, c'est un pouvoir qui est imposé aux personnes et ça, ben, une fois que et là-dedans, dans ceux qui peuvent canaliser, il y a 2 choses. Il y a ceux qui ont l'étincelle, qui vont canaliser, sans apprendre, ça va débarquer comme ça et on a, les autres qui peuvent apprendre, un peu plus. Mais en tout cas, la capacité est là, mais dormante, si vous voulez. Donc il y a ça qui il y a ils ont pas le choix. C'est comme ça, c'est les personnes qui ont l'étincelle n'ont absolument pas le choix, sinon, c'est la mort assurée, à terme. En gros et puis, donc, il y a le coût global qui est, que tout le monde, par rapport à la dislocation du monde, que tout le monde paye. Heu, voilà, Non, c'est c'est sur assez le clair, coup, on est en fait, on est aussi plutôt sur un coup, effectivement plutôt physique à la base avec ce que tu disais, et alors c'est intéressant ce que tu disais sur, l'épuisement et le fait que plus tu as de pouvoir, potentiellement plus c'est facile et moins tu as besoin de faire d'efforts, enfin c'est un peu comme ça que je l'ai compris. ouais, c'est ça. C'est Heu ça, et en fait. et du coup c'était un peu ma 2e sous-question dans ce sujet du coup, c'est est-ce que ce coût, donc il là en l'occurrence c'est plutôt, ouais, physique, et va être un coût proportionnel, ou est-ce que ça va être, plutôt un coût fixe qui est, pour faire ça, il faut ça, pour faire ça, il faut ça? Est-ce que c'est un coût, assez variable, qui va dépendre, je sais pas, de la météo ou de votre humeur? En fait, qui va décider, du coût? Est-ce que les gens connaissent, le coût de ce qu'ils vont faire en amont? Ou est-ce que c'est Et surprise, pochette surprise? Pour Tolkien, c'est variable, c'est complètement pochette surprise. C'est selon ce que tu veux en tant que méchant faire qui va induire le coup. Sauron, quand il a voulu créer l'anneau unique, a mis une très grande partie de sa puissance pour que il puisse littéralement prendre l'ascendance sur 17 anneaux magiques, les, les 9 nains et les 7 humains, plus le sien. Donc oui, le coût il est énorme, mais il est en fonction du nombre d'objets qu'il a voulu contrôler à distance. mais Pareil, du coup, Morgoth, Dodo, oui.
Juste une question, du coup, il n'y a que les utilisateurs de magie noire dans cet univers-là qui payent un coût, ou est-ce que quand Gandalf utilise la magie, lui aussi, il va devoir payer un coût pour cette utilisation de la magie? Alors, il paye un coût, mais c'est un coût plus. Alors, il va utiliser une partie de son essence, forcément. Mais comme il a l'anneau unique, comme il a l'anneau de feu, c'est un peu compensé par l'anneau de feu. Et c'est aussi plutôt une présence de visibilité que de présence vraiment de utilisation de mana. Parce que Gandalf, quand on utilise avant l'attaque du Mont Venteux par les Nazgûl des boules de feu, ça se voit. Donc on voit la boule de feu. Quand il veut créer du feu pour éviter que sur le mont Caradhras, les neufs meurent de froid, il dit j'ai écrit Gandalf est ici en lettres, visibles par ceux qui le peuvent. Globalement, lui, faire un feu dans de la neige, il en est capable, c'est un net de puissance. Juste que il a utilisé beaucoup de puissance et il a comme s'il avait il avait mis un gyrophare sur cette zone-là, quoi. Donc c'est variable en fonction de ce que tu veux faire. Et c'est un coût plus en termes, au sens conséquences et risques que tu prends en fait. C'est ce Oui. côté, j'attire l'attention, mais ça me fait penser, du coup, je vais peut-être redonner la main à Solil, mais moi ça me fait penser il y a un gros enjeu dans la roue du temps aussi autour des Aes Sedai qui décident ou non d'utiliser le pouvoir parce qu'elles risquent d'attirer l'attention. C'est un peu le même système, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que, pour les Aes Sedai et d'autres canalisateurs et canalisatrices, utiliser le pouvoir, c'est un signal, c'est un feu, quoi. C'est un drapeau, «Coucou, je suis là!» Or, certaines Aes Sedai, dans certains lieux, sont obligées de se cacher parce que, ben, manier le pouvoir, ça peut être dangereux. Donc, elles utilisent avec beaucoup de prudence, le pouvoir. C'est, c'est vraiment, sinon, ça risque de chauffer. Vraiment. Notamment par rapport aux capes blanches, qui sont un petit peu, voilà, dans le monde dans le continent, qu'on appelle Randland, c'est vraiment ça, les plus dangereux pour les Aes Sedai finalement, c'est les capes blanches, au départ. Oui, après tu vas avoir les rejetés et après tu vas avoir, le fait qu'il y en a qui sont en train de faire, pas ce qu'elles sont censées faire et qui veulent pas être Oui, parce repérées. que, si tu veux pas enfin, si tu veux pas avoir, d'embêtements, ben, il faut, être discret. Mmh. Hem, Attends, juste pour revenir, oui. tu parlais du cas de Gandalf, et ça rebondit le fait de la discrétion. Gandalf, au troisième âge, à la fin du troisième âge, les Istari doivent être discrets. Ils doivent juste influencer, mais pas prendre l'initiative. C'est pour ça aussi qu'ils sont plutôt discrets et qu'ils essayent de pas faire trop de vagues, plus relancer les peuples humains et elfes pour se battre contre le Mordor, quoi. Mmh. Oui, donc Qui c'est le pourrait même balancer, parce qu'ils pourraient balancer des boules de feu à tire-larigot, et en vrai, ils le font pas. Ce sont toujours les humains qui sont acteurs. Juste, Gandalf allume la petite étincelle. et du coup, ça alors on s'éloigne peut-être un peu du sujet, donc non, Mmh. je vais laisser, j'allais partir dans complètement autre chose. C'est ton Hem, focus. ouais. Est-ce que, Eridan ou Lippi, vous, ces notions de coût, si je reviens sur ma question du départ, alors si vous vouliez rebondir sur ça, mais Hmm. ces notions de qui décide du coût? Est-ce que le coût est fixe ou variable? Est-ce qu'on connaît le coût en amont? Est-ce que, c'est des choses qui ont du sens dans vos univers, hein? Ouais, tout à fait. En tout cas, pour le Cosmère, le coût, il est fixe.
Sanderson, il a vraiment une approche quasi scientifique de la magie, de toute façon. C'est ce que vous disiez dans la première table ronde, c'est de la hard magic, si je me trompe pas. Moi, je viens d'apprendre ce terme. Donc, par exemple, pour Miss Born, Fils des Brumes, les brumants et les Fils des Brumes, même ceux qui peuvent utiliser tous les métaux, ils vont être limités par la quantité de fioles de métaux qu'ils vont avoir, par exemple. Et dans les archives de Rochard, du coup, ils vont être limités par la quantité de fulgiflammes qu'ils ont à disposition, qui sont contenus dans des petites sphères, et plus précisément dans des gemmes, du coup, parce que les gemmes attachent la magie, finalement, le mana. Et justement, dans Rochard, les chevaliers radieux, du coup, donc les personnes qui peuvent utiliser cette flamme, plus ils vont avancer dans leur expertise de leur ordre, de leur magie, et plus ils vont utiliser moins de quantité de fulgiflammes, et donc plus leur coût sera faible en termes de mana. Voilà. Mais par contre, ils vont donner plus de même, du coup, le coût symbolique est un peu plus élevé. Dans le cas de Martine, je dirais qu'on est à l'opposé, dans le sens où le coût est relativement proportionnel, mais hyper variable. J'ai même tendance, moi, à dire qu'on paye le coût avant de savoir les bienfaits qu'on va en obtenir. Typiquement, Bran, ça se traduit par de la paraplégie, et c'est ça qui va lui permettre, entre autres, d'éveiller ses pouvoirs de Zomon et ensuite de Vervoyant. Bariol, il devient fou, et c'est ce qui va lui permettre ensuite d'avoir des sortes de visions, de rêves et des paroles, en tout cas des propos prophétiques. Odor a toujours été fou pour ce qu'on en sait, mais il y a un bienfait magique qui devrait arriver pour la suite. Euh, je pense aussi à la résurrection des dragons, là, forcément, parce que ça fait des années et des années que les Targaryens essayent de ressusciter leurs dragons au moment où arrive la saga. On a même eu un épisode qui s'appelle la tragédie, pardon, de l'Estival, où une grande partie de la famille Targaryen a brûlé dans une tentative a priori ratée de faire renaître les dragons. Et au final, c'est Daenerys, sans qu'on comprenne bien pourquoi, qui arrive un peu par hasard à obtenir la résurrection des dragons. Donc, on a vraiment tout un tas de types de coups différents ici, euh, parfois qui touchent au physique, parfois qui touchent au mental, mais parfois qui touchent à des sacrifices familiaux qui sont représentés, mais on ne sait jamais quel bienfait on va pouvoir en tirer, et certains sacrifices se révèlent au final assez inutiles. On peut penser là au sacrifice que Stannis fait de Shoren dans la série. On espère qu'on n'aura pas ça dans les livres, mais il y a un petit risque quand même. Et là, pour le coup, le bienfait qui a été obtenu n'est pas du tout en lien avec le sacrifice qui a été consenti. Mais ça amène du coup à la deuxième partie de ta question, John, c'est qui est-ce qui décide du coup, et dans notre univers à nous, c'est jamais sûr. On ne peut pas savoir de qui est-ce qui fixe le coût de la magie, et c'est pour ça qu'il y a un fort lien entre la magie et le fait religieux, parce que du coup, plusieurs praticiens de la magie associent les actes magiques qu'ils vont pouvoir poser avec la volonté d'un dieu. À titre personnel, j'ai l'impression que ce sont les hommes ou les enfants de la forêt, ça dépend des races, mais ce sont les personnes qui décident de payer un certain coût, même si après ils disent que le résultat vient des dieux. Pour moi, ça me semble surtout être un fait humain. Mais on peut pas avoir de certitude là-dessus. On ne sait pas si ce sont vraiment les dieux qui sont à l'origine des miracles, ou au contraire des malédictions dans le trône de fer. Juste avant, donc avant de rebondir sur, il y a un truc dans le chat que je trouve très intéressant, donc je vais vous le lancer. Mais avant ça, donc on a notre premier gagnant du premier tirage au sort, c'est Aniel. Donc Aniel, si tu m'entends, il faut que tu contactes le compte Pierre de Tir sur Twitch. Donc tu cliques sur son nom et tu auras une option de côté, envoyer un petit message. Et comme ça, vous pourrez voir ensemble pour récupérer tes coordonnées et te faire envoyer le cadeau. Euh,
Et du coup, dans le chat, on nous disait aussi, dans les autres formes de coups, il y a le fait, donc côté Rochard, qu'ils doivent Ouais, respecter j'allais un en parler. serment. Oui. Là, ouais. Oui, je voulais rebondir justement, effectivement. Alors notamment parce que ce que tu disais toi, que sur le fait que du coup les sphères, pardon, dans Rochard, c'est aussi la monnaie finalement, et donc elles ont plus de valeur si elles sont infusées de fulgiflamme, donc de magie. Effectivement, les chevaliers radieux, pour recevoir leurs dons, ils prêtent des serments, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et s'ils les respectent pas, ils peuvent pas. Ils vont avoir un coup en punition, un peu, potentiellement, qui peut être très désastreux. Très désastreux. Et cette notion de contrainte, du coup, on est plus sur une contrainte et le côté aussi un peu parole. Moi, ça me fait penser aussi dans la roue du temps, du coup, je sais pas comment on dit en français, la Hoss Rod, la baguette pour jurer, enfin le truc des Aes Sedai, Ah, qui la n'est pas, baguette des serments. ouais, qui n'est pas inné, enfin qui n'est pas la source de leur pouvoir comme on a les serments, comme on a les serments de Rothard, mais qui est pour moi qui vient s'attacher à ce même type de mécanisme de Mmh. des, Oui, des tout à paroles fait. qui viennent un peu encadrer aussi la magie. Oui. Pour les Aes Sedai, oui, et effectivement, il y a la baguette des serments qui leur impose 3 choses qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ne peuvent pas dire de mots qui ne soient vrais, elles ne doivent pas fabriquer d'armes et elles ne peuvent pas utiliser le pouvoir contre une autre Aes Sedai ou un champion, sauf dans des cas très précis, en fait, Pour défendre leur vie. qui est défendre leur champion, défendre leur sœur, et autrement, elles ne peuvent pas utiliser le pouvoir comme arme, mis à part ces choses-là. Pour se défendre leur champion ou défendre une de leurs sœurs. Mais ce qui est, et la baguette des serments a une autre conséquence également. Bon, c'est spoilant, donc je sais pas si je peux le dire ou pas, je n'en sais rien. Mais Si c'est un gros spoil, on va prévenir. Ça dépend si c'est pertinent, on prévient, on dit aux gens attention, gros spoil, roue du temps. Et, ouais, et sinon, on leur dit allez lire, comme tu bon, préfères. heu Gros spoil, nous dit Max. C'est spoil à quel point? Enfin, à quel tome? Parce oh, que ouais, c'est pas un gros spoil, mais c'est un spoil quand même pour, disons, c'est une découverte qui se fait, enfin, c'est pas dans le premier tome, hein, ça c'est clair. Bon, c'est bah, c'est avant ou après le tome 9? je vais prévenir donc dans le chat, enfin les gens Alors qui je nous dirais, écoutent, on va vu que faire Lydie, le tu n'es spoil pas et tombée on dessus, je prévient. dirais après. Ouais. Mais Bah, du coup, je vais peut-être retirer mon casque. Non, c'est pas grave. De toute façon, j'étais tellement spoilée sur la roue du temps dans ma vie que je suis pas à ça près. bon, alors d'accord, donc en fait, c'est vrai que c'est pas un énorme spoil, mais c'est un spoil quand même. C'est-à-dire que utiliser prêter serment sur la baguette, et ben, les Aes Sedai, ont une durée de vie moins longue que celles qui ne prêtent pas serment. Ça les englobe en fait, et ça les donc du coup, une personne qui canalise, va vivre 600 ans, tandis que les Aes Sedai vont avoir une durée de vie moins longue, de 300 ou 400 ans maximum. Après, ça va comme durée de vie, hein. Ouais. Voilà, oui, c'est vrai que mais par rapport à quelqu'un qui n'a pas prêté, serment sur la baguette, c'est quand même, moitié moins de vie, quoi. Je veux dire, Mmh. Oui, c'est voilà, sûr. tout simplement. C'est vrai qu'utiliser la baguette des serments a aussi cette, conséquence-là. Ouais. Est-ce que, Je vais dire que le ouais, spoil est vas-y. fini comme ça. Ouais, Ouais. c'est bien que le spoil est fini. Et est-ce que, Choquant bah, comme spoil, Tokyo c'était choquant. oui, Ah est-ce que ouais. Tokyo ou Eridan, C'est pas un vrai vous spoil. avez ce genre de serment ou de contrainte qui existe, ou est-ce qu'on passe à
à la question d'après. Pour moi, on peut passer à la question d'après. J'ai pas souvenir qu'il y ait des grosses limitations à la magie. Elle permet de faire quand même énormément de choses dans l'univers de Martine. Je vois pas, peut-être le chat, si vous avez une idée. Est-ce qu'il y a des limites à la magie dans le monde de Martine, à part celle de justement de la compréhension de ses utilisateurs? On dirait pas. Il y a quelqu'un qui dit Catherine, tu lis en revivant. Bah, je vois pas forcément en quoi c'est une limite. Alors, il y a un moment donné où les corps sont tellement abîmés qu'on peut plus les ressusciter. Ça, c'est vrai. Typiquement, Ned Stark qui s'est fait couper la tête, bah non, on pourra pas le ressusciter. Beric Dondarrion qui a été ressuscité 7 fois et qui finit par se sacrifier pour faire ressusciter Catelyn. C'est pareil, il pourra plus l'être. Mais à part ça, je vois pas forcément de limitation. Euh, on voit aussi là Mélisandre qui doit accomplir certains actes pour pouvoir invoquer des ombres. Oui, mais là c'est pas une limite, c'est plus une procédure à suivre pour le coup. Euh, pour obtenir ce bienfait, elle est pas incapable de produire des ombres, au contraire. Par contre, oui, alors peut-être qu'on pourrait en parler de ça. Les ombres assassines, a priori, il faut pouvoir être enceinte pour en accoucher. Donc ça semble être une magie réservée aux femmes, par exemple. Peut-être qu'un homme ne pourrait pas produire une ombre pour tuer quelqu'un dans le trône de fer. Mais c'est peut-être la seule forme de magie qui soit genrée dans le trône de fer et la seule qui soit impossible pour une certaine partie des pratiquants magiciens. On nous parle du serment inviolable dans Harry Potter. Mes souvenirs sont vagues, mais je pense que ça rentre tout à fait dans cette catégorie par contre, en effet. Ouais. Oui, exactement, je pense aussi. Et bah pour finir cette partie un peu sur qu'est-ce que le coup dans les univers, effectivement on entend des notifs Discord. Alors j'espère que c'est pas moi. J'ai essayé de couper. Je sais pas si vous pouvez de vos côtés couper vos notifs Discord au cas où ça soit chez vous. Et si c'était chez moi, je me suis mis en muet pourtant, mais je peux pas faire plus. Je vais Euh, regarder, c'est peut-être moi. Et Peut-être moi je aussi. disais quoi? Oui, pour finir juste cette première partie, est-ce que si ça vous inspire, parce que si ça vous inspire pas, on passe à la suite. Mais est-ce qu'il y a une notion de qui va payer le coût? Il y a beaucoup des exemples qu'on a pris où c'était des coûts physiques, donc ça va être les praticiens et les praticiennes qui payent. Mais par exemple, on a eu quand on parle du breaking. Donc de la dislocation du monde, ça va être plutôt l'intégralité du monde qui va payer le coût. Et est-ce il y a d'autres types de choses? Par exemple, Eridan, le coût est pas forcément payé par la personne qui lance le sort. Non, le coût des fois il est payé par le roi, par exemple. La personne qui obtient le bienfait, bah, on peut penser là, dans les livres en tout cas à Stannis qui vieillit prématurément et qui s'affaiblit parce que bah, à force de produire des ombres avec Mélisandre sans même en avoir conscience, elle lui aspire sa force vitale, hein, c'est pratiquement dit comme ça. Moi, je pense aussi beaucoup bah, au monde qui est abîmé, alors un petit peu même dans la même idée que la dislocation. Je pense à Valyria qui a explosé à force de magie. Je pense à la cassure aussi, qui est un événement qui est pas très connu des gens qui ont juste vu la série ou des gens qui même n'ont pas lu les livres avec attention. C'est-à-dire le moment où les enfants de la forêt ont séparé Westeros et Essos en sacrifiant très cher a priori leur sang, donc sans doute le sang de leurs propres enfants, hein, ou alors peut-être celui des premiers hommes. Euh, pour séparer les continents. Là, on a des formes de magie, alors qui sont teintées aussi de légendes, donc on n'est pas tout à fait sûr que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais on sent qu'il y a un coût qui a été payé, qui a été très très dur, et dont le monde garde encore de sacrées cicatrices. Euh,
souvent, je pense, ce sont aussi les innocents qui payent en premier lieu le coût de la magie. Bah, si on revient sur l'histoire de Valyria, ça a été pendant longtemps Valyria la cité de la magie, le cœur de la magie de l'univers de George Martin. Mais c'est aussi lié à l'horreur parce que quelque part, l'impérialisme expansionniste des Valyriens a fait qu'ils ont mis tout un continent à feu et à sang, c'est le cas de le dire. Ils ont pratiqué l'esclavagisme qui se perpétue encore 400 ans après leur disparition. Euh, Ils avaient entre eux des relations incestuelles et polygames. Donc voilà, il y a aussi un coût dans le fonctionnement global de l'univers, des fois, qui n'est pas juste payé par ceux qui utilisent la magie, mais bien aussi par ceux qui la subissent, malheureusement. Hem et Lippi, oui, tu l'as vu, vas-y. Oui, Je te laisse oui. répondre, Alors moi j'avais noté quelques trucs. Chez Sanderson, dans le Cosmere, la plupart du temps, la grande majorité du temps, c'est la personne qui va faire la magie, qui va en payer le coût. C'est la personne qui prend du métal, qui va utiliser son pouvoir allomantique. On a une exception avec Warbreaker, avec les souffles, et Seigne Nuit, qui est aussi dans Warbreaker. Les souffles, finalement, ceux qui l'utilisent, c'est rarement ceux qui ont généré, entre guillemets, le souffle, parce que du coup, les souffles sont vendus. Chacun vend son souffle pour se faire de l'argent, et du coup, il y a des personnes qui accumulent des souffles et qui utilisent ces souffles pour faire de la magie, et qui finalement a été payé par d'autres personnes. Voilà. Donc il y a un peu un passage de ça. Et Seigne Nuit peut prendre l'énergie vitale de son porteur comme du mec à côté, finalement. Si je me trompe pas. Vous me dites le chat, mais normalement c'est ça. Et Max, tu mentionnais la spiricantation. C'est vrai que j'y avais pas pensé parce que je vois tellement ça plus comme une technologie que comme de la magie. Mais les spiricantes, qui est le nom à la fois de l'objet et à la fois de la personne qui l'utilise, qui est vu comme quelque chose d'extrêmement religieux dans les archives de Rochard. Plus on l'utilise et plus on, je sais plus exactement comment ça se passe, mais parce que c'est vraiment décrit au tout début de l'œuvre et je m'en souviens pas très bien. Mais effectivement. la spiricantation pour, par Ouais, exemple, moi qui ai lu en anglais, je sais pas de quoi on ouais. parle. Je l'ai pas. Alors je sais pas c'est quoi en anglais, mais c'est vraiment l'objet qu'utilise Jasna au tout début, qui va lui permettre de transformer la matière en quelque chose d'autre. Oui, les Soulcasters, ouais, OK, je vois. Voilà, sous le caster, c'est ça. J'avais plus le nom. Voilà. Bon, on n'a pas résolu notre problème de notification finalement, mais on a nos experts C'est pas techniques moi. sur le coup. J'ai vérifié, mais non. Moi, j'ai coupé mes Non. notifs sur Ah le ouais. son. Donc, Ouais, j'ai absolument tout enlevé, moi. Je sais pas. Extrêmement mystérieux. Pendant qu'on continue à chercher, je vous propose, je sais, du coup, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur cette première partie? Je sais pas de on n'a pas forcément beaucoup entendu, mais si tu as des choses à rajouter sur cette partie coup en amont, n'hésite pas. non, Et, parce que chez Tolkien, c'est compliqué. Enfin, il y a pas vraiment de magie de type mana comme pour les autres univers. Euh, Chez Tolkien, c'est juste c'est les êtres magiques, donc de puissance, les Maillards et ce qu'on voit plus dans Seigneur des Anneaux, les Valar, et les Maillards qui utilisent la magie, mais globalement de manière parcimonique euh, et pas flagrante. Enfin, on a très très peu de passages très flagrants chez Tolkien. Juste, comme j'ai dit, Gandalf avec sa boule de feu et à Khazad-dûm quand il protège la compagnie, enfin la communauté et la fraternité. Sinon, il y a pas vraiment. Et quand il revient en Gandalf le Loin, il utilise son bâton pour attirer la lumière, mais enfin, ils font pas de Kamehameha de fou chez Tolkien, quoi. C'est un autre type de magie
Donc qui apparaîtra dans les sujets après. OK. Bah, du coup, je vous propose qu'on passe, à la deuxième partie. Donc on va lancer le 2e, concours. Donc pour gagner, cette fois, le tome 1 de Fils des Brumes. Donc si vous comprenez rien à ce que Lippi vous raconte quand elle parle, de métaux et de choses comme ça, bah, c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir, cette œuvre majeure de Sanderson. Je suis pas du tout orienté dans ma présentation. C'est vraiment très, Heu, très bien. Vraiment très, très bien. Allez-y. Heu Et et moi, pendant que comment? ça lance, je peux rebondir sur une question qui est apparue sur le chat. Ouais, vas-y. Alors attendez, je suis en train de la perdre, donc je vais reprendre ma souris. Ah oui, est-ce qu'utiliser C'est la pour être invisible, c'est celle-là? c'est ça, c'est ça, ouais. Est-ce qu'utiliser l'anneau pour être invisible, c'est un coup, car ça te dévoile à Sauron? Alors, oui, c'est un coup, forcément, mais c'est plutôt un coup, je dirais, social que et un coup physique, mais un coup physique à force de. Euh, mais c'est intrinsèquement à cause de l'objet qui est maléfique. Un anneau comme les anneaux elfiques, qui sont des anneaux bénéfiques, tu n'as pas le même coût en termes de physique. Gollum a utilisé l'anneau pendant des siècles. C'était plus un hobbit, c'est autre chose. Toujours une forme hobbit, mais il est complètement amoindri, il ressemble plus à un vrai hobbit. Et on voit bien avec Bilbo et Frodo quand ils se rencontrent. C'est pas les mêmes personnes. Et les Istari, comme Gandalf, comme les elfes, comme Galadriel et Elrond, ont des anneaux elfiques depuis des siècles et ils n'ont pas bougé parce que c'est de la magie blanche. Donc c'est un coup social, c'est voilà, c'est vraiment ça rentre dans le coup social. C'est-à-dire plus tu utilises l'anneau, plus tu vas être impacté, mais en cas de magie blanche, tu seras pas impacté. En cas de magie noire, tu seras impacté. Hem, OK. Est-ce qu'il y a pas eu trop d'autres questions? Alors, il y a eu d'autres suggestions un petit peu, sur cette notion de coup, par exemple, les visions de Mine, qui sont, des visions qu'elle subit, et qu'elle vit ça un peu comme, une malédiction. Donc il y a ce côté aussi effectivement, pas le choix. Et ça, c'est un des sujets de notre partie 2. Donc je vais nous lancer sur la partie 2. C'est parfait. La partie 2, globalement, c'est qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer en aval, donc d'abord, on va payer un coup et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce qu'on a un résultat garanti? Alors il y a quelqu'un qui parlait un peu de ça, je suis désolé, je me souviens plus lequel de vous 4, mais qui déjà nous a dit ça, un peu ce côté, bah, tombola de on va payer d'abord le coup, je pense que c'était Eriden. On va payer d'abord le Oui, coup et ensuite on va voir un peu, qui en ressort. Est-ce que tu as ouais, en fait, du coup, tu en as déjà parlé, donc je vais vous faire toutes mes un peu questions de cette partie et puis vous allez piocher ce qui vous inspire. Donc il y a cette notion de Marche. résultat, il y a cette notion aussi de, est-ce qu'il y a d'autres conséquences, un peu des choses cachées? C'est-à-dire qu'on va payer notre coût et derrière, il va nous arriver autre chose, en général, plutôt, pas très cool, dont on n'était pas prévu et pas Alors prévu. moi je peux enchaîner toujours sur la même question de l'anneau unique. Euh, L'anneau unique, quand tu le mets à ton doigt, tu deviens invisible. Donc le coup il est sympa, tu le mets à ton doigt et tu deviens invisible. Mais c'est pas de l'invisibilité sympa parce que tu passes dans l'autre monde. Et donc en passant dans l'autre monde, tu vas dans le monde immatériel et donc tu peux potentiellement voir la vraie forme des choses. C'est pour ça que quand Frodo met l'anneau unique, alors qu'il est attaqué par les Nazgûl, il les voit vraiment comme étant des spectres. Et il voit vraiment le roi sorcier tel qu'il est, c'est-à-dire avec sa couronne. Donc là, c'est le coup, comme je disais, social de ton anneau, il te sert à être invisible, tu es invisible. Et Sam l'utilise pareillement, il devient invisible. Contre, utiliser l'anneau unique pendant des siècles, ça peut te faire transformer comme les humains en Nazgûl ou comme Gollum en créature autre
tu perds. Il est complètement amoindri, il est complètement flétri. Il ressemble pas à un hobbit. On voit très bien dans les films. Il a très très peu de cheveux. Il a encore un peu quelques poils, mais il est complètement décharné. Enfin, c'est vraiment pas un être humain agréable à l'œil. Et les Nazgûl, c'est quand même 9 humains qui ont été pervertis pendant des siècles. Enfin, pendant des siècles, pendant leur vie, pendant toute leur vie par l'anneau. Les hobbits ont une résistance magique, faite de leur crédulité. Crédulité avec des guillemets, bien sûr. Donc oui, on a un coup après coup. Un coup après coup. Après Après coup, après l'utilisation de l'objet. Et sur le long terme, c'est le genre de conséquence un peu effectivement, à force, d'utiliser. Ça, je pense que Oui. ça va résonner avec, d'autres fandoms à mon avis. Je sais pas s'il y a Et quelque juste pour finir pour ouais, pour le pardon. truc de l'anneau, au début du livre et du film, quand Bilbo rencontre Gandalf pour son anniversaire, il lui dit qu'il se sent étiré comme du beurre sur une tartine. Bah là, on sent les premières conséquences de l'anneau chez Bilbo. Et Bilbo ne l'a eu que pendant 50 ans. Et déjà, il se sent pas normal. Outre le fait qu'il soit inchangé, qu'il a un don de longévité. Mais il le dit lui-même, comme du beurre trop étalé sur une tartine. Donc vous sentez et je pense que Bilbo ne l'a pas utilisé si souvent que ça, l'anneau unique. Mais le force de l'avoir toujours sur lui, ça lui a attiré, ça a commencé à le titiller, et pas de la bonne manière, quoi. Bah, et ça va avec des sujets, je pense, aussi d'addiction, à la fois addiction et à la fois accoutumance, qui peuvent, je sais pas s'il y a ça dans d'autres univers, mais est-ce Oui, que bien sûr. il y a cette addiction, est-ce qu'il y a cette accoutumance, est-ce que ça peut faire augmenter le prix, le coût au fur et à mesure pour réussir à avoir les effets? Gollum est devenu, enfin, Sméagol, quand il a l'anneau, il se fait rejeter parce qu'il devient invisible et qu'il commence à connaître des secrets qu'il ne doit pas connaître et il les dit. Et il se fait rejeter. Donc je pense qu'il devient accro à l'invisibilité, il l'utilise de plus en plus. Et plus il utilise l'anneau, plus il y a un effet pervers, plus il y a un effet d'addiction, et plus il devient ce qu'il devient à la fin, quoi. Gollum. Et je vais laisser les autres parler parce que j'ai un peu monopolisé la parole. Mais d'ailleurs, Bilbon aussi commence à être pris par l'anneau. On le voit, il a beaucoup de mal à s'en détacher quand il parle à Gandalf et que Gandalf lui dit: «Vous avez mis l'anneau dans votre poche». Ah oui. Il l'a fait machinalement et c'est là qu'on voit qu'il commence à être à être sous l'influence, de l'anneau. Bon, enfin bref, pour en revenir à la roue du temps, effectivement, il y a une notion aussi d'accoutumance au pouvoir et sans parler de certaines conséquences, notamment pour les hommes qui sont la folie, à court, moyen ou long terme selon leur puissance, en fait. Et pour les femmes, il y a effectivement une notion aussi d'addiction au pouvoir et c'est pour ça et c'est en grande partie pour ça que pour, les tâches, j'allais dire, faire le ménage et compagnie, par exemple, heu, quand elles sont novices, à la Tour Blanche, la manipulation du pouvoir leur est interdit parce que, justement, il y a une addiction. Parce que quand le pouvoir est utilisé, ça donne une extase, heu et c'est décrit comme ça par Jordan. Heu, il y a les odeurs qui sont plus présentes, il y a les parfums, les couleurs, les sons qui sont beaucoup plus, présents et il y a ça il y a ça pour les hommes également. Il y a une addiction au pouvoir et il y a aussi, donc pour les hommes encore, plus la conséquence, c'est, c'est la folie,
à court ou long terme. Si je peux me permettre aussi de rebondir sur ce que tu disais, Soïl. Oui, vas-y. Les Aes Sedai, du coup, les femmes, et c'est pareil pour les hommes, si elles utilisent trop de pouvoir, elles peuvent se tuer aussi. Oui, elles peuvent déjà Se cramer. complètement anéantir leur capacité à canaliser. Elles se brûlent. Exactement. Et il y a aussi la mort qui peut advenir, effectivement. En termes de conséquences Donc, supplémentaires, ça se pose là. ouais, c'est Finalement, tu es mort. oui, Il y c'est a un assez, peu, aussi un effet d'accoutumance chez George Martin, mais alors sur un type de magie très précis, le change-peau, c'est-à-dire le fait de pouvoir projeter son esprit à l'intérieur du corps d'un animal. Plus vous allez passer du temps dans le corps d'un animal, plus vous allez fusionner avec, en fait. Et du coup, en fonction du type d'animal que vous avez choisi, ça va avoir des conséquences très diverses et très variées. Les oiseaux, par exemple, passent énormément de temps dans le ciel et du coup, les humains qui fusionnent avec des oiseaux ont tendance à devenir plus rêveurs et à se perdre dans l'observation du ciel. Ceux qui fusionnent avec des chats deviennent particulièrement agressifs. Ceux qui fusionnent avec des daims prennent l'habitude d'être traqués, de devenir des proies et du coup, partant de là, ils développent une certaine forme de couardise. Au final, l'animal avec lequel il vaut mieux le fusionner, c'est plutôt le chien ou le loup, d'après les experts en la matière. Mais on remarque aussi qu'à partir du moment où Bran commence à fusionner avec Hodor, là ça commence à peine dans l'intégrale 5. Il y en avait déjà eu un test dans l'intégrale 3, mais il y a aussi des moments dans l'intégrale 5, il y prend goût et bah, c'est un vrai problème d'avoir un gamin de 8-9 ans prendre du plaisir à être un homme de, je ne sais plus quel âge a Hodor exactement, mais de 20-30 ans, d'autant qu'on se doute que l'handicap mental de Hodor est très certainement lié au fait que Bran prenne aussi facilement possession de son corps. Bon, voilà. En termes d'accoutumance, en tout cas, moi je pensais vraiment euh, à cet exemple-là. Il y en a un autre qui me vient en tête d'une conséquence a posteriori qui est dommageable, mais alors c'est très précis pour le coup. Il existe un artefact dans le trône de fer qui s'appelle le corps de Joramun. C'est un corps magique. Lorsqu'on souffle dedans, on est censé éveiller les géants de la terre, c'est-à-dire provoquer des tremblements de terre, hein, a priori. Et grâce à ça, les sauvageons s'imaginent qu'ils vont pouvoir faire tomber le mur pour pouvoir échapper aux marcheurs blancs. Petit problème, si tu souffles dans le corps de Joramun et si le mur s'effondre, tu peux passer le mur. Mais tu ne peux plus te réfugier derrière, et donc les marcheurs blancs pourraient te suivre. Donc est-ce que c'est très intéressant finalement pour les sauvageons d'utiliser le corps de Joramun? Bah non, pas du tout. Ça n'est pas utile comme artefact. C'est à la fois très puissant, et en même temps c'est se tirer une véritable balle dans le pied que de l'utiliser. Il y a une formule du coup qu'utilise Martine que j'aime beaucoup, bah, qui a une formule en plus qui vient du peuple sauvageon, qui est de dire que la magie est une épée sans poignée. Je trouve que c'est très parlant, surtout dans nos univers médiévaux. Tu peux utiliser une épée sans poignée, mais si tu le fais, tu auras très vite des ampoules aux doigts, parce que ça va juste t'abîmer les doigts. Donc voilà, c'est une puissance à utiliser avec parcimonie, la magie, je pense. Et pire, est-ce que tu as ce genre de sujet, dans ta besace? Ouais, un petit peu, sur Fils des Brumes encore, finalement, c'est de cet univers que je parle le plus. Le fait de prendre les métaux, du coup de manger des métaux, d'avaler, notamment de le faire en continu, peut avoir des conséquences assez dramatiques et peut changer pas mal de choses de notre organisme. Ça peut même faire évoluer les pouvoirs. Après, j'en parlerai pas beaucoup plus parce que je n'ai pas envie de spoiler. Et toutes les autres choses de ce type-là chez Sanderson, il y a d'autres choses, il y a d'autres moments qui existent comme ça, mais ça spoil trop et j'ai pas trop envie de spoiler aujourd'hui. Mais ça peut arriver du coup avec l'allomancie, une espèce
À force de prendre toujours le même métal, ça tombe bien, il a gagné en plus, Fils des Brumes. Ouais, N'oubliez pas de n'hésitez pas. participer. Oh. Et du coup, ma question sous-jacente après, quand on parle de tous ces coups, autour de la magie, c'est est-ce que, c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que, les gens ont le choix? Parce que, typiquement, quand je dis ça, moi, je pense particulièrement, à certaines, personnes dans la roue du temps dont on sait qu'en fait, qu'ils vont devoir utiliser le pouvoir, c'est pas forcément un choix pour certaines personnes, pas pour toutes. Donc il y a toute cette question-là. Donc voilà. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que les gens ont le choix? Est-ce que quelqu'un est inspiré par ma question? Pourquoi pas? Alors moi, je trouve que c'est rentable, globalement. Par exemple, un Brumand ou un Mistborn, il peut très bien choisir de vivre sans utiliser son pouvoir. D'ailleurs, il y a même des gens qui vivent toute leur vie sans jamais savoir qu'ils ont cette capacité, tout simplement parce que ils n'ont jamais ingéré le métal nécessaire, par exemple. Donc ils peuvent aussi très bien choisir de vivre sans, mais c'est plutôt rare parce que c'est des capacités vraiment très très utiles. Dans Rochard, c'est un choix d'être magicien, enfin de prêter serment, de se lier avec un spren, c'est un choix. Donc à partir du moment où on le fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à pas l'utiliser, surtout qu'il faut sauver le monde. Oui. Après dans Mais Rockstar, c'est un choix au moment du serment, mais Ouais. ça commence avant et c'est pour le coup, c'est pas forcément un choix, au départ. On a même des exemples de personnages qui au début, essayent un peu de refuser leur spren, de mémoire. Enfin, c'est un choix qui vient du spren quand même, au tout début, Oui, tu vois? c'était un peu les deux. Alors ça dépend à quel moment on se situe dans la saga, effectivement. Mais les tout premiers radieux, ils vont être effectivement choisis par leur spren. Effectivement, mais ils peuvent aussi choisir de totalement ignorer le spren qui les suit et de pas prêter serment. Mais s'ils sont choisis, ça veut dire que leurs idéaux et leurs actes sont en corrélation avec les idéaux de l'ordre de Radieux dont le spren est issu. Donc il y a assez peu de chances qu'une personne va refuser un lien avec un spren. Ça arrive plus souvent dans la suite que des personnages veulent devenir par exemple marchevants, ils vont devenir écuyers, mais ils trouvent pas de spren qui est d'accord pour se lier avec eux. C'est un peu plus récurrent, on va dire. Oui, tu as des gens qui ont cette volonté. Ouais, je pensais par exemple, pareil sans rentrer dans les détails, mais à Shallan qui au début, est quand même en rejet Oui, dans le plutôt de ce déni. qui lui arrive, Oui, mais elle est beaucoup dans le déni, mais c'est effectivement, c'est un peu particulier, c'est un cas extrêmement à part. Shallan, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous Oui, donner son oui. Vas-y. Moi, alors, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser la magie? Oui. Et que ce soit en magie blanche ou en magie noire. Euh, Quand Morgoth et Sauron décident d'utiliser leur magie pour, soit infuser la Terre du Milieu, soit créer des objets, le but ultime, c'est de dominer le monde. Morgoth, en Beleriand, veut dominer le monde. Donc, il fait tout pour essayer de dominer le monde. Et Sauron, quant à lui, fait la même. Donc, il crée l'anneau unique en distillant ses maléfices dans les anneaux de pouvoir. Malheureusement, il y en a 3 qui lui échappent. Mais le but, c'est qu'il contrôle les puissants du monde avec ses anneaux de pouvoir pour ensuite contrôler le monde. C'est plutôt une bonne idée. Et en magie blanche, vu que c'est 3 anneaux de protection et de connaissance, bah, les anneaux sont là justement pour préserver le monde. Donc c'est utile. Euh, un des exemples plus flagrants d'utilisation d'un anneau de pouvoir dans le Seigneur des Anneaux, c'est
quand les Nazgûl arrivent du côté de Rivendell, l'anneau d'Elrond est utilisé pour créer une sorte de bulle et d'empêcher les Nazgûl de passer. Géographiquement parlant, ça passe par le fait qu'ils arrivent à une rivière et que les Nazgûl ne peuvent pas passer et que quand ils veulent passer, Gandalf arrive avec sa magie en plus et la rivière se transforme en torrent et on voit la petite pointe de magie avec les cavaliers blancs qui passent par-dessus et qui engloutissent les Nazgûl. Donc, Galadriel fait la même chose en Lorien, une sorte de bulle protectrice. Donc oui, en magie blanche, c'est aussi utile. Et ça vaut le coup de l'avoir utilisé. Ok. Est-ce que Solil, dans la roue du temps, on est aussi sur quelque chose de rentable, d'utile ou Ben, plutôt, j'allais dire, utile, rentable. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que pour sauver le monde, pour, vaincre le ténébreux, il faut, utiliser le pouvoir. Sinon, sinon le monde, court à sa perte. Enfin, il y aura, c'est le ténébreux qui va gagner donc en fait, il y a même pas le choix. C'est, c'est lié au monde, heu, c'est comme ça. Le ténébreux a trop de, commence, à se libérer, il commence à avoir trop de pouvoir, donc ça déséquilibre complètement le monde, donc l'utilisation du pouvoir heu, est essentielle. Donc c'est quelque part, c'est même pas que ça vaut le coup, c'est que ça doit. Donc pour le monde, c'est oui. Bon, évidemment pour les personnes, ça a une autre, ça a une autre, s bah, ça a un peu Conséquence. ça oui, ça a une autre merci, Lydie, j'arrive pas à trouver les mots. Oui, la par rapport, aux personnes en elles-mêmes, c'est pour les individus, c'est beaucoup plus nuancé parce que, bah, il y a déjà, heu, c'est le coup est violent. Il y a, comme j'ai dit, il y a la folie pour les hommes, il y a la mort, il y a aussi, la perte de soi, il y a l'isolement, il y a, l'isolement par rapport, au fait que, bah, les hommes sont la population en a peur parce que, il y a 3000 ans avant, ben, c'est un homme et ses compagnons qui ont fait en sorte que qui ont causé entre guillemets «la dislocation du monde», donc le monde ne l'oublie pas. Ils sont en plein trauma, donc pour, le coup individuel, c'est pas toujours bon et puis, on l'a vu, ceux qui sont, appelés par le pattern, par la roue à canaliser, ils ont pas le choix donc que le coup, soit, important ou pas, de toute façon, il y a pas le choix. J'allais dire, c'est que c'est comme ça, mais est-ce que ça vaut le coup? Pour le monde, oui, sans doute. et Si je du peux, coup, ouais, vas-y. ouais, si je peux rebondir, moi à titre Oui. personnel, si j'étais dans, le monde de la roue du temps, je choisirais, à 1000 contre 1 de me cacher si j'étais capable de canaliser le pouvoir parce que le coût personnel est immense. Oui. Voilà. Effectivement, C'est on oui, en a mais besoin, c'est essentiel pour sauver le monde, mais pour oui, la bah, personne, pour chaque personne, c'est désastreux. oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, le premier réflexe, du dragon réincarné, c'est de refuser, c'est de partir loin, c'est d'aller s'enterrer, mais en fait, la roue le ramène à, «Non, tu dois le faire». Donc bah, finalement, il prend fi il quand il en fait, voilà, quand il essaye, d'aller contre, la roue le ramène en disant: «Non, tu dois faire ça» et finalement, quand il se soumet volontairement à ce qu'il doit faire, à ce moment-là, il a beaucoup plus de latitude, pour, faire un peu, ce qu'il veut. Mais
Donc en fait, pour le dragon réincarné, c'est, oui, je veux bien sauver le monde, mais tout le monde va payer, en gros. Mmh. Lui-même d'abord, mais ensuite, tous. Mmh. Et c'est marrant, c'est que c'est aussi assez récurrent dans La Roue du Temps, ce concept des personnages qui veulent d'abord, qui sont d'abord dans le déni ou dans la fuite, face au coup et qui après, bon bah, se résignent, un petit peu et essayent de faire ce qu'ils peuvent autour de ça. Ouais. Hem, Eridan, toi, il y a moins d'enjeux, il y a pas le choix parce que c'est comme ça qu'on va sauver le monde, j'ai l'impression en tout cas. Mm. Oui, Heu non, complètement. et est-ce que c'est quand même rentable du coup? Je pense que ça dépend vraiment pour qui et dans quelle perspective on se place. Pour les Oman et les change-peau, de toute façon, ils ont pas le choix. C'est leur nature profonde. Donc, le simple moment où ils s'endorment, même s'ils essayent de lutter contre leur pouvoir, bah, il y a pas, leur pouvoir s'exprime naturellement. Ils vont fusionner avec leur familier, comme j'appelle ça, leur animal de compagnie, si vous préférez. Donc, euh, John, par exemple, rentre dans la tête de Fantôme. De manière naturelle, sans même pouvoir le contrôler, et ça lui fait peur, mais bah, c'est un pouvoir qui lui échappe. Par contre, pour ceux qui contrôlent leur pouvoir, les prêtres rouges, etc., là, ça va se discuter beaucoup plus. Bon, pour ce qui est de l'utilisation du corps de Joramun, j'en ai déjà parlé, c'est complètement idiot. Par contre, pour un Stanis Baratheon, est-ce que ça valait le coup de devenir fratricide, bah, quand tu as derrière la bataille de l'Anera où tu te fais ramasser complètement et où tu n'arrives pas à avoir le trône de fer et où tu deviens une sorte d'exilé, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau, ça par exemple. Bon, on peut aussi penser là à Daenerys, hein, concrètement. Daenerys qui va payer un coût faramineux pour obtenir la survie de Khal Drogo, et au final elle récupère un légume. C'était peut-être pas forcément très très rentable. Bon, par la suite, elle obtient quand même des dragons, donc là, le marché est peut-être un peu plus équitable, si on veut. De la même manière, je pense pour tous ceux qui arrivent à obtenir une résurrection, c'est bien joué, c'est plutôt une bonne chose d'avoir payé le coup, mais moi, globalement, j'ai quand même tendance à trouver que la magie chez George Martin, elle coûte très très cher. C'est une vraie roulette russe et elle est vraiment trop dangereuse. Euh, c'est pas très surprenant si elle est souvent associée aux marginaux et si les gens qui l'utilisent finissent quand même globalement mal. Voilà. Je trouve ça rigolo parce que chez Sanderson, les utilisateurs de magie, c'est de l'inverse, c'est pas les marginaux, c'est les nobles, c'est les chevaliers, c'est les héros, c'est tout l'inverse. Alors, on a quand même une partie de nos magiciens à nous qui sont liés à l'aristocratie, mais comme on en a beaucoup parlé, on n'est pas revenu Ouais. énormément dessus, mais effectivement, on a quand même un rejet social et des fois un rejet quand même un petit peu xénophobe, voire raciste, hein, d'une partie des sorciers qui sont bien souvent très orientaux. On a une partie des maîtres qui s'intéressent à la magie, mais on sent quand même que là pour le coup ils sont marginaux et c'est dit. Il y a un maître sur 10 qui s'intéresse à la magie et ceux qui vraiment s'épanouissent dedans, bah, généralement ça finit pas très bien pour eux parce qu'ils sont rejetés complètement par leur père. Et les Oman, c'est les change-peau et les Oman, c'est exactement la même chose. C'est un pouvoir qui fait peur, qui est mal compris, et donc qui leur vaut le rejet. Hein. John qui cache son pouvoir, les loups-garous des Stark qui font peur à la cour du roi Baratheon, c'est plutôt quelque chose qui va les mettre en marge de la société quand même. Et si cette thématique vous intéresse, du coup, je vous invite à aller voir, effectivement, ils en ont pas mal parlé dans la table ronde, sur, magie et pouvoir, donc Ouais. qui sera disponible, en replay. Donc n'hésitez pas à aller. C'est vrai que du coup, on a décidé qu'on creuserait pas trop cette thématique-là, donc on vous suggère parce qu'effectivement ce sujet existe. Hem, je vous propose, de clôturer cette partie, à part si vous aviez des choses à rajouter. Je vous laisse quelques secondes pour réagir, je scrute les réactions. Bon pour moi. Pareil. Hem,
OK, bah, alors du coup, donc petit rappel, donc déjà félicitations à Euphrenie qui a gagné le deuxième tirage au sort. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à envoyer un message au compte, Pierre de Tir. Donc pareil, tu cliques sur le nom, Pierre de Tir, par exemple dans le chat ou n'importe où et tu fais, chupotage, je sais plus, pour voir, les modalités pour récupérer ton cadeau. On va vous lancer le troisième lot de la table ronde qui est donc le premier tome des archives de Rochard, hein, toujours qui est le livre de poche, donc qui est un peu l'autre gros cycle dont Lippi vous parle. Donc pareil, n'hésitez pas à aller lire, à vous lancer dans cette, c'est une toute petite saga, vraiment ça vous engage pas beaucoup. Par rapport Heu, à l'Euro du temps, c'est rien. voilà. Et j'en profite pour vous rappeler, nos 2 jeux fil rouge, donc le jeu, réseaux sociaux. Faites une story sur Instagram en mentionnant les 4 associations du Fandival, donc Pierre de Tir, Garde de Nuit, Gazette du Sorcier et Tolkien Deal, pour participer à un tirage au sort. On a plusieurs très beaux lots à vous faire gagner et pour l'autre jeu fil rouge, donc le mot croisé, je vais vous donner l'indice et l'indice, 13. Et qui est vraiment, si vous nous avez écoutés, ça devrait être trouvable. Individu plus à l'aise dans la peau des animaux que dans la sienne. Voilà, il y a eu moult indices pour l'instant déjà au cours de cette discussion. Donc je vous le mets dans le chat. Donc voilà, le mot croisé, le jeu réseaux sociaux, la nouvelle rap qui est lancée. Euphrenie, envoie un message à la pierre de tir, c'est pas encore fait. Le tout premier gagnant, je sais plus le nom, mais si c'est pas fait non plus, il faut envoyer un message. C'était, Aniel. Oui, il a envoyé, c'est bon. Il a envoyé, c'est bon, impec, Je m'en assurerai, c'est un ami. parfait. Et on va aborder, notre dernière, grosse partie de la table ronde, qui va être, toutes les considérations autour de l'approche littéraire, autour de ces notions de coût. Donc en particulier, est-ce que, ces coûts dont qu'on a commencé à pas mal détailler sont explicités mentalement dans le livre? Est-ce qu'ils sont présentés de façon, implicite? Comment est-ce que c'est présenté, comment est-ce que c'est présenté dans le livre, quoi? Est-ce que qu'est-ce voilà, quelle est l'approche prise par, l'auteur, parce qu'en l'occurrence, on n'a que des auteurs, sur cette, table ronde, dans sa présentation de cet aspect de la magie. Je vais prendre la main parce qu'on va parler de quelque chose que j'attendais cette partie pour pouvoir en parler. Chez Tolkien, il y a deux manières littéraires de présenter la magie. Comme je l'ai dit, il y a eu la création des anneaux de pouvoir et tout ce qui est magie pure et tout ce qui est magie, mais c'est pas magique, mais c'est magique quand même, mais Tolkien ne le dit pas. Je vais prendre deux exemples qui vont vous parler. Parce que c'est vraiment ce que Tolkien aime faire au niveau de ses objets magiques. Chez Tolkien, on a de la magie, on a aussi, de manière implicite, des prêtres et des forgerons. Donc c'est un passage du Silmarillion. C'est du passage de Turin Turambar, donc le héros tragique, les héros tragiques de Tolkien. Et nous avons un roi qui donne une épée au héros du chapitre. Et une lettre de puissance, donc Méliane, dit, elle observa la lame et elle dit: il y a dans cette épée une force malveillante. Le cœur noir du forgeron y réside encore. Elle n'aimera pas la main qu'elle servira, et elle ne te souffrira pas longtemps. Donc en gros, là, on a une force malveillante. On ne sait pas d'où elle vient, qui est infusée par le forgeron. Donc c'est pour moi une sorte de magie, puisque
le forgeron, qui est normalement quelqu'un de très pratique, donne sa capacité à son arme. Et on ne sait pas pourquoi. Tolkien aime beaucoup les armes qui font soit très peur, soit très mal, mais on ne sait jamais comment c'est fait. Autre exemple, et là je vais faire un petit coucou à Celebrian, parce que c'est un passage qu'elle va apprécier. Nous sommes au chapitre où les hobbits, Frodo et Sam, sont à Ines Anun, donc ils viennent de rencontrer Faramir. Et Faramir leur donne des objets. Et Faramir dit: prenez ces bâtons, ils peuvent servir à qui doit marcher ou grimper dans les terres sauvages. Les hommes des montagnes blanches en font usage, mais ceux-ci ont été tronqués à votre hauteur et garnis de nouvelles pointes de fer. Ils sont faits du bel arbre que l'on nomme les Bresson, favori des artisans du bois au Gondor. Et un don d'orientation et de facilité de retour leur a été conféré. Voilà, on a des objets, et pour le coup qui sont magiques, qui sont juste des bâtons de marche, mais il y a des dons. Et on ne sait pas d'où ou comment ils ont été mis dans ces objets. Donc ça reste pour moi de la magie. Mais Tolkien n'explicite pas en mode c'est comme ça, et un peu un TGCM quoi. Et on se dit j'aurais voulu savoir le pourquoi du comment. Et Tolkien ne dit jamais rien là-dessus. Ça fait partie de ce que j'aime chez Tolkien, c'est on ne sait pas, mais c'est là. Ce n'est pas explicité. Parce que des fois, tu aurais juste envie de savoir le pourquoi du comment. Et Tolkien a beaucoup d'objets. Et après, je vais finir avec ça. Et Andúril, qui est donc l'épée d'Aragorn, qui est donc Narsil qui a coupé les doigts de Sauron pendant la bataille du Deuxième Âge, a été reforgé avec des nouvelles runes qui sont censées être magiques, que l'épée est impressionnante et elle fait peur. Mais on ne sait pas de quel type de rune c'est. Donc c'est la partie de Tolkien qui est magique sans être magique tout en étant magique. Il faut rebondir après ça. Après cette approche approche plutôt très onirique chez Tolkien. Je sais pas si Alors moi j'ai une Eridan, approche très concrète si tu veux que je rebondisse. vas-y rebond. Je vais partir très loin de l'onirisme. Moi, je pense qu'il y a un vrai enfin, j'ai déjà beaucoup de choses à dire sur cette partie globalement, et j'avais prévenu, mais il y a, je pense, tout un propos très politique et très philosophique de Martin autour des dragons, et c'est quelque chose qui est pas du tout onirique, c'est quelque chose au contraire de très concret, à savoir que les dragons sont le feu fait chair, et donc ils incarnent le pouvoir, et de tout temps, posséder des dragons, c'est posséder le pouvoir. C'est le cas à l'époque de Valyria, où on a vu que ça se traduisait par une forme d'impérialisme qui s'étendait sur l'ensemble d'un continent, et d'un expansionnisme euh, affolant, avec derrière esclavage, etc., comme je l'ai déjà évoqué. Mais en réalité, on se rend compte, à partir du moment où elle a des dragons, que ça va être la même chose pour Daenerys, avec une philosophie sous-jacente beaucoup plus positive, très certainement, puisque Daenerys, elle, son but, ça va être de briser, au contraire, l'esclavagisme qui a cours dans les cités du pays de Guis. Ça va être de libérer les esclaves, mais c'est quand même mis au service d'une forme d'impérialisme qui, derrière, à mon sens, vient dénoncer l'attitude américaine. Déjà autrefois, je trouve que c'est d'autant plus actuel désormais, ce qui est assez fou quand on se dit qu'on a des bouquins qui n'ont pas été publiés depuis plus de 15 ans.
Il y a cette espèce de figure de Daenerys qui reprend du coup ce personnage un peu de white savior qui débarque au milieu d'une société qui ne lui a rien fait et qui vient leur imposer ses valeurs, sans doute de très bonnes valeurs, hein, des valeurs de libération anti-esclavagiste, moi je suis tout à fait pour, mais derrière il y a une inconséquence derrière l'utilisation de ces animaux qui sont comparables à une forme de puissance atomique, hein, on peut pas trop résister aux dragons a priori, euh, qui vient dénoncer en fait, oui, l'attitude des Occidentaux quelque part auprès des pays du reste du monde euh, qu'on est venu coloniser, à qui on est venu imposer notre mode de vie, notre vision des choses, sans prendre forcément toujours du recul. Là-dessus, c'est assez cohérent avec le parcours de Martin qui a été objecteur de conscience au moment de la guerre du Vietnam. Et ça se traduit aussi à travers tout le propos qu'il va y avoir lorsque Daenerys arrive à Kars avec ses dragons. Donc c'est vraiment le moment où le monde prend conscience que il y a à nouveau des dragons dans, dans l'univers, dans le monde connu. C'était plus arrivé depuis plus de 170 ans, alors c'est formidable. Mais il y a toujours cette réaction d'émerveillement et d'effroi. Les dragons créent de la convoitise, mais aussi de la peur chez tous les peuples du monde connu. Et tout ça, ça va susciter des fantasmes, mais aussi des trahisons. Donc voilà, je trouve qu'il y a un véritable propos autour des dragons en particulier qui, qui est assez intéressant. Est-ce que j'ai envie de lancer Solil après parce que c'est pas exactement la même chose, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu des analogies aussi autour du pouvoir unique qui peuvent être des parallèles qui peuvent être faits avec bah voilà le coup de la magie, le coup du pouvoir, l'exercice du pouvoir magique en l'occurrence, mais les impacts que ça peut avoir et un peu je sais pas, les travers que ça peut révéler. Bon, en tout cas, il y a une chose, chez Jordan, il ne dit jamais si la magie est bien ou mal, hein. Il est très, très, neutre là-dessus et il laisse le lecteur décider. Mais en tout cas, il y a je voyais plus un parallèle avec, Tolkien par rapport au coup, explicite et implicite. Parce qu'il y a un coup, où il explique bien que la folie des hommes canalisateurs, déjà, qui est due aux ténébreux, il y a la dislocation du monde, il y a tout ceci, c'est explicite dans l'univers. Par contre, ce qui est implicite, est-ce que le lecteur en déduit, c'est la peur qui est transmise, enfin c'est même dit plus ou moins dans les dialogues, dans les choses comme ça. Il y a le dragon est craint, il est craint parce que ben est-ce qu'il va il y a il y a deux choses à la fois. Il y a est-ce qu'il va sauver le monde, est-ce qu'il va le détruire encore une fois. Ils sont tous là-dessus. La population est très très partagée. Donc il y a ça, c'est une chose. On a la méfiance envers les Aes Sedai aussi, qui est euh, explicite et implicite aussi. On le voit. Il y a, il y a des blocages politiques, sociaux. On est, il y a, en fait, le monde de la Route du Temps est déjà façonné par ce qui s'est passé avant, et même quand elle n'est pas utilisée, on voit quand même qu'il y a tout ce coup qui est là, qui est structurel. C'est absolument pas c'est absolument pas décoratif, pour, faire joli ou pour dire: «Oh bah tiens, il y a ça», non. La magie et son coût, et c'est structurel par rapport au monde. Heu, donc c'est
c'est jamais gratuit, elle est neutre et puis en même temps, pas neutre selon les utilisations. Il y a c'est très, très, c'est très orienté, mais pas mais volontairement parce que Jordan, donc il montre les conséquences, de l'utilisation du pouvoir et donc i ouais, c'est ça, il montre les conséquences, plutôt que il ne porte pas vraiment de jugement, en fait. Il donne les conséquences et après, c'est presque, voyez-vous avec votre prisme comment vous prenez ça et en fait, c'est vrai que ce coup est vu comme, non seulement comme levier narratif, mais aussi comme, hem, comment, l comme enjeu aussi. Parce que, c'est, il y a, hem, j'essaye de retrouver mes notes, hein, je suis désolée parce que j'avais noté. Vas-y, t'inquiète. Donc, heu sans ce coup, de la magie comme enjeu narratif, bah, on n'a plus, le dragon et sa tragédie, on n'a plus les prophéties qui sont en tension et en fait, le monde n'a plus besoin d'avoir peur donc voilà. Le en fait, le sacrifice est connu, le sacrifice, le coût pour, sauver le monde est connu à l'avance. On le sait, par rapport à ça, c'est quelque part, c'est assez clair, ce qui va advenir et quand, on pourrait voir, certains parallèles avec, ce qui se passe, bon, j'ai pas vraiment, malheureusement d'exemple en tête parce que, là, j'ai tout oublié, hein, on prépare et puis donc on est Est-ce que je peux rebondir sur toi, Solil? ouais, vas-y, rebondis. Euh, Tolkien avait dit d'entrée que Le Seigneur des Anneaux n'était pas une allégorie et qu'on pouvait, c'était pas la guerre mondiale, c'était pas la bombe, c'était pas Hitler, c'était pas ce que vous vouliez quoi. Donc c'était pour lui, c'était juste littéralement le bien contre le mal et aussi la fin d'un cycle parce que Le Seigneur des Anneaux finit à la fin du troisième âge, ouvre sur le quatrième âge, et le troisième âge fait 3000 ans, le second âge fait 2900 ans. Donc on a une Terre qui fait bientôt 6000 ans, plus de 6000 ans, qui a beaucoup vécu. Et à la fin du troisième âge, donc la fin de la destruction de l'anneau, c'est la fin d'un cycle et c'est l'avènement des hommes par rapport aux elfes qui disparaissent. Et on voit bien à la fin du Seigneur des Anneaux, tous les elfes partent de la Terre du Milieu et les porteurs d'anneaux partent tous un par un. Et c'était un des gros messages de Tolkien, c'est ce fameux coup, cette magie qui était intrinsèquement chez les elfes et dans les objets magiques créés par Morgoth et ensuite Sauron, qui disparaissent de la Terre du Milieu pour créer une nouvelle ère. Et comme ils l'ont dit hier, nous sommes au 6 ou 7e âge de la Terre du Milieu en ce moment. Donc c'est vraiment la continuité de cet univers. Et alors, c'est super intéressant. Je vais juste, avant de vous laisser continuer, je vais lancer le dernier, tirage au sort pour, comme ça on aura le temps qu'il finisse avant la fin de la table ronde. Donc, qui est un tirage au sort pour gagner les origines de la saga de Game of Thrones chez Huggin et Munin. Et T'as donc participé?
Comment? Je peux participer? Non, vous avez pas le droit de participer en tant que participant à Oh la table non! ronde, hélas. C'est impossible. Hem et le lot précédent Damned. était gagné par Lilou, donc Lilou, si c'est pas encore fait, envoie un message à la pierre de tir et sinon, bon, je pense que j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on arrivera à récupérer les coordonnées de Lilou. Hem, C'était intéressant ce que vous disiez, en particulier, Solil, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur effectivement cet enjeu, enfin comme tu le dis, je l'avais pas conscientisé comme ça, mais ce côté que, en fait, l'enjeu narratif principal dans La Roue du Temps, c'est ce coup de la magie, c'est, est-ce que, Rand, va devenir fou, tout détruire, mourir et cetera? C'est vraiment il se passe énormément de choses dans le livre, mais ça reste finalement un peu, l'enjeu principal qu'on nous présente dès le début. Ouais. Et du coup, Lydie, vu que tu avais encore eu la parole sur ce Oui, sujet, est-ce qu'il t'inspire plus qu'avant avec oui. ces oui, c'est bon, vas-y alors. Un petit peu. En fait, c'est pas du tout la partie que j'ai le plus travaillé. Du coup, le chat, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Euh, chez Sanderson, dans le Cosmere, la magie, le coup de la magie est très explicite. Donc sur ça, je saurais pas trop quoi dire. C'est vraiment c'est assez précis vu que c'est une approche quasi scientifique. Par contre, sur les enjeux scénaristiques, là, oui, toutes les histoires qu'il écrit, toutes les histoires sur chacune des planètes, la magie est au centre de l'intrigue. Euh, Même la création de de toutes ces planètes est au centre de l'intrigue. Vu on parle d'un dieu, je vais me permettre de faire un micro spoil, mais c'est pas un vrai spoil. Est-ce que vous m'autorisez à parler d'Adonalsium, qui Tu parlais d'Adonalsium. voilà, une grosse entité qui a été divisée en éclats, et chacun de ces éclats va aller faire sa petite vie dans son coin. Et en fait, chacun de ces éclats est un morceau de Dieu. Et ils vont aller sur chacun leur planète, chacun leurs endroits, et ils vont créer leur système de magie quelque part. Donc rien que la genèse du Cosmère est un enjeu magique. Je suis désolée, j'ai un petit chien qui veut sortir. Du coup, elle est là, elle vient nous faire coucou. Vas-y, prête. Oui. Non, vas-y. Voilà. Donc ça c'est un enjeu scénaristique. Après, si on rentre plus dans les détails, dans Mistborn, le tout début, on a quand même une bande de magiciens, presque tous des magiciens, avec l'héroïne qui découvre ses pouvoirs. Et le but, c'est de renverser le pouvoir. Leur but, vraiment, c'est une révolution, et c'est de renverser le pouvoir parce que ils ont un seigneur maître, donc le Lord Ruler pour la VO, qui est là au pouvoir, qui est tyrannique et qui veut renverser. Et il est tyrannique aussi parce que il a des pouvoirs qui lui permettent d'être immortel, ou c'est un dieu. On ne sait pas trop comment il fait. On entend alors, on On entend entend Chris, Chris, je pense. on entend Chris tout à fait, mais donc je ne sais pas où il est et où il parle. Ouais, c'est dans le live bleu. Ouais, mais pourquoi je l'entends? D'où on entend, Parce qu'il a dû se mettre sa caméra. Je vais essayer de le pinguer. Je vais lui dire de couper le son de pardon, vas-y, continue. Je sais plus où j'en étais. Je parlais du Lord Ruler. Qui est un mystère. On ne sait pas comment il fait pour être au tout début de l'histoire. En tout cas, on ne connaît pas du tout la source de sa magie. On ne sait pas du tout, et c'est quelque chose qu'on va apprendre au fur et à mesure de la lecture. Et on va comprendre aussi toute la genèse du monde au fur de la lecture aussi, et au fur des ères. Dans les archives de Rochard, c'est un peu pareil, même si c'est un peu moins mystérieux au début. Et c'est beaucoup plus complexe. On apprend en même temps que les personnages un peu la genèse du monde, de qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans les archives de Rochard, il y a une grande partie qui est liée à l'histoire de la planète, parce qu'elle est très 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 ancienne, et il se passe des choses très graves depuis très longtemps, donc ce qu'on appelle les désolations.
Et en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a cette désolation, pourquoi elles reviennent. Et on aimerait bien que ça s'arrête parce qu'à chaque fois, l'humanité retourne à l'âge de pierre. Il faut trouver. Voilà, on ne sait pas trop, les éclats, qu'est-ce qu'ils font là, quelles sont leurs intentions. Et c'est un peu un des mystères du Cosmere que nous autres lecteurs essayons de résoudre petit à petit. Voilà, Et je du vois coup qu'on parle du pacte sacré, effectivement, c'est un enjeu majeur. Mais au tout début, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, on apprend ce que c'est au fur et à mesure des livres. mmh. Oui, parce que si on recentre un peu, parce que là, on parle beaucoup de la magie en soi qui est un enjeu, Ouais. son coût, c'est un enjeu effectivement, le pacte sacré, si c'est bien ce à quoi je pense, quand je fais la traduction instantanée dans ma tête. Là, pour le coup, il y a vraiment une notion de coût et qui va être un ressort scénaristique, en fait. C'est un coup qu'on peut pas trop dire, mais un coup qu'on va découvrir, On parle. heu, au à un moment dans le livre et cette découverte de ce coup va venir être, un un gros enjeu, quoi. Mais par contre, on sait dès le début assez rapidement dans le tome 1 qu'il y a un événement qui s'appelle la Félonie, qui est donc un événement où les chevaliers radieux, du coup les magiciens, un petit peu, ils ont brisé leur serment et ça a tué les Spren. Et en fait, on ne sait pas pourquoi ils ont renoncé à leur serment. Et du coup, tout début, les radieux sont extrêmement mal vus à cause de ça. On parlait du coup symbolique là, et de quel point les gens sont mal vus. Au tout début de Rochard, c'est très très mal vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Là, j'ai plus de lancement spécifique là, donc ce que vous voulez en fait sur, autour du coup de la magie, donc c'est soit si on continue dans les enjeux narratifs avec d'autres exemples, un peu précis, de coups. J'essaye de réfléchir en parallèle, si j'ai des idées précises. Si dans le chat vous avez des idées précises, n'hésitez pas. On a été trop efficace, hein. Vous avez été trop efficace. Bah, il y a aussi le fait que on a la dernière table ronde du week-end, je crois. Oui. Tout à Voilà. fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été abordées. Et si on veut pas répéter la même chose que les autres, c'est pas facile de s'étaler, quoi. Mmh. On peut, moi je peux parler. Alors pour le coup, c'est un vrai coup. C'est un vrai coup de la magie. C'est c'est la, c'est de, je peux parler de Gollum. Gollum est un personnage complètement sous l'emprise de l'anneau, qui devient ambivalent parce qu'il veut l'anneau, mais au final il ne veut pas l'anneau. Donc on repart sur le principe de Junkie. Parce qu'il ne veut pas qu'il soit détruit, mais il le veut pour lui. Mais il sait que ça l'abîme, mais il le veut quand même. On reste. Et scénaristiquement, il y a un vrai coup. Parce qu'il le veut sans le vouloir, et il fait tout pour le garder pour lui. Et quand au final, à la fin, il trahit les hobbits, en faisant un plan machiavélique avec Shelob, il récupère l'anneau pour lui. Donc il est content. Les hobbits les récupèrent et vont jusqu'à la montagne du destin. Et Gollum se sacrifie pour l'anneau. Il veut récupérer l'anneau. Et quand il récupère l'anneau, coûte que coûte, parce il mange il mange le doigt de Frodo. Et là, il glisse et il tombe dans le volcan. Tout le livre, Gollum cherche l'anneau. Et c'est le destin, une fois qu'il l'a récupéré, qu'il le fait tomber. C'est à la fois très triste et c'est vraiment ce coup du sort qui est
que je trouve grandiose. Parce que si Gollum ne tombe pas, Frodo succombe à l'anneau unique. Et on n'a pas de fin. Enfin, en tout cas, pas la fin qu'on aurait voulu. Et c'est quand même assez terrible comme coup, parce que le moment où il récupère l'anneau, il meurt. C'est vrai, c'est un bon exemple. C'est un sacré payoff, effectivement, ouais. Et pour le coup, Euh, très bien mis en scène, que ce soit dans le livre ou même dans le film, parce que on y croit, et surtout que Gollum à l'époque était un personnage en motion capture qui ne se faisait pas beaucoup au niveau de cette qualité-là, en tout cas à l'époque. Et on a vraiment l'impression que c'est un vrai personnage. Et ça aussi, c'est la grosse force du film. Justement, ce côté image qui marque. Tout à fait. euh, Ouais, Eridan. De mon côté, il y a un sujet que je voulais vraiment aborder parce qu'on en a très peu parlé pendant tout le festival, je crois, et que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Dans la plupart de nos sagas, il y a des prophéties ou des visions. En tout cas, l'avenir, par moment, vient faire un petit coucou au présent en lui disant «Salut, c'est moi, j'arrive». Et on n'a pas tous la même manière de le traiter dans nos différentes sagas. Et chez Martin, il y a un traitement qui, moi, me fascine un petit peu, je dois dire, parce que la plupart des personnages te diront que les visions, les prophéties sont obligatoires, elles sont inévitables. Il y en a qui espèrent quand même pouvoir l'éviter, mais la plupart des voyants te disent non, non, c'est inévitable. Mais d'un autre côté, bah, comme c'est souvent des visions allégoriques ou des visions qui sont pas claires, bah, l'interprétation reste souvent libre et du coup on a un traitement littéraire de ces prophéties qui est assez intéressant, où on voit justement bah, Mélisandre notamment faire des prédictions et se tromper parce qu'elle projette davantage ce qu'elle a envie de voir que ce qui se passe réellement. Elle en dit d'ailleurs des choses assez intéressantes. Elle dit que quand elle lit dans les flammes, elle est obligée de lire un support qui est constamment en mouvement. Donc c'est comme si tu lisais un livre dont le texte danse et change en permanence. Vous qui êtes de grands lecteurs, ça doit vous parler comme métaphore. Elle te dira aussi du coup que les flammes ne mentent pas, mais c'est le lecteur qui peut se tromper. Et il y a deux citations que j'ai retenues et qui m'amusent beaucoup vis-à-vis des prophéties. Il y a celle de Tyrion qui dit qu'une prophétie, c'est une mule à moitié dressée, que tu penses que tu vas pouvoir porter tes espoirs dessus, mais que elle peut sans arrêt te faire une ruade et te défoncer le crâne. Et alors, t'en as une autre qui est un peu plus violente comme métaphore, c'est celle d'Archimestre Marwyn, qui te dit que prophétie, ça ressemble à une femme traîtresse qui te ferait une fellation. On apprécie beaucoup l'image. Mais qui, arrivée en plein milieu au moment où tu commences à gémir de plaisir, bah, elle finit par te mordre à sang. Voilà. C'est une métaphore qui vient de l'Est, hein, bizarrement. Donc là encore, on retrouve une espèce de forme d'orientalisme et de racisme comme on en parlait précédemment. Mais je trouve ça assez intéressant comme les prophéties en fait vont conditionner les personnages. C'est-à-dire que Cersei Lannister qui reçoit une prophétie quand elle est enfant, au final, elle va s'y conformer. Alors même qu'elle cherche à la combattre, elle va finalement s'y conformer. Oui, elle aura bien 3 enfants comme le lui annonce la prophétie, et son mari en aura bien 16 et ils en auront aucun en commun. Oui, elle va bien épouser un roi plutôt qu'un prince. Et il y a de grandes chances qu'au final, en essayant de déjouer la prophétie, elle soit en réalité en train, par ses efforts, de se conformer davantage, de faire advenir davantage la prophétie que si elle n'avait rien fait. Si Cersei n'avait rien fait, peut-être que elle n'aurait pas rendu la prophétie réelle. Donc il y a aussi toute cette question de savoir est-ce que tes actions déterminent la prophétie ou est-ce que tu peux l'éviter? Bah, a priori, les personnes qui essayent d'éviter la prophétie, c'est juste qu'ils l'ont mal comprise, et donc en fait, ils sont en train de la provoquer malgré eux. Voilà, c'est un propos, moi, que je trouve assez intéressant, littérairement parlant. Je sais Ouais, c'est vrai, pas je suis si assez ça marche d'accord. comme ça, les prophéties, dans vos univers. Euh, Pardon, je ne sais pas qui j'ai interrompu, excuse-moi.
Non, Non, non. non, en tout cas, j'étais en train de dire que c'est vrai que les prophéties, c'est assez étrange parce que, en fait, effectivement, on se demande si les personnages, subissent les prophéties ou si elles les provoquent, finalement, si elles provoquent les Mmh. conséquences. Il y a des prophéties aussi dans La Roue du Temps, le cycle de Karatéon. J'espère que je me plante pas, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et en fait, mais là, on a aussi, un peu, tout ça et Rand, notre dragon et ben, en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que, hem, il y a certaines prophéties qui sont dites, qui sont données par Moiraine, qui veut, en fait, le guider pour que les prophéties collent parfaitement à ce que, à ce que ça dit. Et en fait, Rand, non, il fait à sa façon, mais finalement, en faisant à sa façon, il fait exactement ce que disent les prophéties. Donc, on a aussi un petit peu ce système-là. Mais, donc, mmh. Ouais, les prophéties autoréalisées, c'est assez fascinant comme, histoire quand même. C'est un sujet vraiment super vaste, les prophéties, pour le coup. Je pense que ça mériterait toute une table Oh ronde. oui. D'accord. Hem, Là, à voir si vous Je vais excuse-moi. juste dire, Vas-y. pardon, mais juste chez Tolkien, il y en a deux qui sont assez marquantes. La fameuse Éowyn qui tue le roi sorcier, aucun homme ne peut me blesser, et qu'elle enlève son casque, elle fait je ne suis pas un homme. Celle-là, au niveau tue quand même le chef des Nazgûl, elle est pas mal au niveau prophétie. Et en plus, elle a un enjeu dramatique assez importante. Et l'autre, c'est Aragorn qui chevauche le chemin des morts quand les fils d'Elrond arrivent avec son nouvel étendard et qui lui laisse un message: souviens-toi du chemin des morts, pour que dans son chemin d'acceptation d'être le futur roi de la Terre du Milieu, ça soit une étape. Donc c'est aussi littéraire. C'est un coup de magie parce que c'est une pierre magique qui appelle les morts. Et il y a aussi ce coup de je vais être enfin le roi que je mérite d'être. Donc qui est pour le coup qui est moins mis en scène dans le film, qui est pas mis en scène de la même manière dans le film. Donc c'est pour ça que je pouvais Alors, aussi l'aborder. c'est très intéressant ce que tu dis, Doxo, parce que là, justement, moi, ça m'amène à une autre réflexion, c'est que toute la partie les dragons et le pouvoir, ça a été bien adapté par la série Game of Thrones. À l'inverse, toute la partie prophétie, ils l'ont complètement négligé, et une bonne partie de la partie magie, ils l'ont négligé. Pourquoi? Parce que je pense que à travers les exemples qu'on donne là de prophétie, on se rend compte que ce qui est intéressant dans ces prophéties, c'est que c'est un jeu littéraire en fait. On joue sur les mots, on joue sur la compréhension, on joue un peu sur les significations, quelquefois sur les images, mais c'est plus rare. Et j'ai l'impression que justement, les adaptations cinéma ou les adaptations sérielles vont avoir cette difficulté que elles vont jouer sur les visuels essentiellement, mais pas forcément sur les mots. Et ça va pas rendre aussi bien. Alors bon, si effectivement, Eowyn, enfin on a tous bavé devant au moment où elle révèle qu'elle n'est pas un homme et que clairement c'était ça qu'il fallait comprendre depuis le début et que le chef des Nazgûl a été bien sot. Mais sorti de cet exemple-là qui fonctionne extrêmement bien, quel que soit le contexte, d'autres prophéties beaucoup plus littéraires ne vont pas fonctionner aussi bien lorsqu'on va les adapter. Et c'est pour ça, à mon sens, que ça peut être négligé dans certaines adaptations, malheureusement. Clairement. Hem, je vais juste, recentrer sur, le sujet du coup de la magie parce qu'on a eu plusieurs suggestions, dans le chat et il reste, 7 minutes donc je vais vous les lire et puis après vous allez me dire, si ça vous inspire. On a eu, le sujet du coup de la magie sur les relations amicales et familiales et un peu l'isolement par rapport aux autres. On a eu, le contre-coup du pouvoir qui est, que comme tu prends de la responsabilité, tu
tu deviens l'ultime rempart face aux méchants, tu deviens un guide et tu plus le droit à l'erreur. Mmh. Tu deviens un peu un élément, complètement, central et scruté. Et on a eu aussi, le sujet, plus roue du temps, mais qui peut peut-être être adapté, je sais pas trop, sur le fait que, la magie est tellement, importante et primordiale pour les gens qui canalisent, que juste en perdre la capacité, donc par exemple quand ils sont, coupés de la source, les rendre dépressifs, leur enlève tout sens à leur vie et en général les mène au suicide. Ouais. Donc c'est 3 Enfin, grosses thématiques, il vous reste 5 minutes. en fait, c'est pas vraiment le suicide pour les personnes qui sont coupées du pouvoir dans la roue du temps. C'est-à-dire que euh, c'est un suicide si tu veux, mais c'est plus elles n'ont plus envie de vivre, elles n'ont plus de but. Donc pour survivre, elles doivent trouver quelque chose qui les maintienne dans la vie. Sinon, elles se laissent mourir en fait, littéralement. Heu, Quant aux relations, amicales et familiales, c'est vrai que, Rand, on le voit, il est un peu, il est un peu, par rapport à son père, c'est un peu compliqué. Les relations amicales, se tendent aussi un petit peu, mais en fait, Rand, il a un autre souci, c'est que et d'ailleurs ça lui est reproché par ses amis, il veut tout faire tout seul. Parce que, c'est pas qu'il a pas confiance dans ses amis, mais il a une idée de ce qu'il veut faire, donc du coup, il veut que ça soit fait à sa façon et ses amis lui disent, «Mais non, mais laisse-nous faire, laisse-nous, enfin, laisse-nous t'aider» et bon, on le voit, Nynaeve le soutient, elle est avec lui, mais c'est pour Rand, c'est très, très compliqué de déléguer parce qu'il veut tellement que ça soit fait à sa manière qu'il en devient extrêmement dur. Or, lui, ce qu'il veut, c'est être dur pour pouvoir tenir le coup jusqu'à l'ultime bataille, jusqu'à, son face à face avec le ténébreux, mais aussi il est, ah zut, je perds mes mots, je suis désolée, mais il est aussi, heu, en fait, il confond dureté et force et en Mmh. fait, il devient plus dur mais pas plus fort et c'est un des soucis jusqu'à un enfin bref, il faut lire. Lisez! Est-ce que c'est pas aussi un peu un syndrome de l'élu comme on peut en avoir beaucoup dans nos sagas? Je veux dire, Ouais. bah, typiquement Harry Potter, arrivé à un certain stade, quand il prend conscience qu'il est l'élu, qu'il doit vaincre Voldemort, etc. Ou oui, tiens, je viens de voir passer Link Pucci qui propose Anakin Skywalker. Est-ce que, à force de se faire répéter qu'ils sont les élus de la prophétie, bien souvent, je suis désolé, je ramène les prophéties dans l'histoire, mais quand même, est-ce que c'est pas ça aussi qui les contraint quelque part, qui les oblige et qui donc, comme tu le disais, Solil, les rend pas plus forts, mais les rend plus durs, peut-être même quelque part plus arrogants? Mmh. Bah, d'ailleurs, en fait, on le voit parce que la dureté de Rand est perçue comme de l'arrogance. C'est ça le truc, mais on le voit, Rand, il a une, enfin, le monde, repose sur ses épaules quelque part, c'est le messie incarné, si je peux faire un parallèle Mmh. avec les religions. Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'il paraît arrogant alors que au fond de lui, il est sûr de rien. Il et c'est, hem et c'est vrai que je vois dans le chat, oui, effectivement, il ne communique sur rien, mais et en ça, il prend quelque part, heu, ce que fait Moiraine avec eux, c'est qu'elle ne leur dit pratiquement rien du tout et en fait, il suit cette ligne en espérant que ça passe, en espérant que les gens comprennent, mais finalement, pas du tout et et Mmh. heu et en fait, oui, on et jusqu'à ce moment, que vous devez lire, hein, donc lisez ou enfin, voilà, c'est, À travers ce que tu... Pardon.
À travers Non, ce je que voulais tu juste dis, moi je reconnais aussi beaucoup des personnages qui arrivent à un certain stade dans le Trône de Fer, arrivent à un certain haut niveau de responsabilité. Bah, typiquement, Jon Snow et Daenerys, c'est exactement ça. Ils ne communiquent plus assez. Ils se laissent aller enfin, à plus de dureté, mais parce qu'ils ont été élus justement, en partie par leur sang, en partie par la magie, en partie par tout un tas de choses. Mais il y a quand même euh, enfin, le pouvoir, ça coupe des autres, quoi, quelque part. Que ce soit d'ailleurs du pouvoir magique ou du pouvoir simplement sociétal, ça va te couper des autres, fatalement. je voulais rebondir là-dessus pour l'arrogance. C'est ce qui coûte la place de chef des Istari, donc des mages, à Saruman, qui, alors qu'il est censé être le blanc, donc le meilleur, et que Gandalf n'est que le gris, euh, alors que à la fin, Saruman, après ses expériences, la création des Urukai, et le fait qu'il succombe à Sauron, bah, il devient multicolore, et ensuite, donc à la fin du livre et pas du film, que la fin est pas la même entre le film et le livre, Saruman est complètement déchu. Et c'est complètement son arrogance de je suis le meilleur, et de toute façon je sais ce qui va se passer, quoi. Parce qu'il succombe complètement et il veut, et c'est pour ça que les deux tours, euh, c'est Hortank et Minas Tirith et Minas Morgul. Enfin Barad-dûr. Et c'est pas Minas Tirith et Barad-dûr. C'est vraiment Hortank parce que c'est un deuxième pouvoir qui va s'installer. Et il n'y a qu'un maître de l'anneau unique. Et ça coûte On est en train de complètement perdre le. vite. Je vais, Et je je vas-y. vais vous, parce que je sens que vous pouvez continuer encore pendant des heures, mais on arrive à la fin du temps qui nous est attribué. Je sais pas si Lippi, tu veux, vu que ça fait un moment que on t'a pas eu, si tu veux rajouter des derniers mots autour de ces dernières thématiques. Non, non, j'ai pas le temps, je vais pas prendre le temps, mais effectivement, on a des correspondances dans les archives de Rochard avec un Dalinar qui parle plus trop à son entourage, notamment à son fils, avec sa relation avec son fils qui est très détériorée. Et ne parlons pas de Kaladin et de sa santé mentale, ou de Shallan et sa santé mentale. Et encore pire comme pour relation avec sa famille. Mais voilà, je vais pas m'apesantir dessus parce que il faut laisser la main. Ben, on vous invite à aller continuer toutes ces conversations sur les différents fandoms. En tout cas, effectivement, là, on pouvait dévier sur pas mal de sujets aussi, des thématiques super intéressantes sur l'isolement du héros, et etc. Je vais vous redonner le mot, l'indice du mot croisé. Donc, c'est pour le mot 13, individu plus à l'aise dans la peau des animaux que dans la sienne. Je vous rappelle encore le jeu réseaux sociaux, donc faites une story Instagram en taguant les fandoms et vous pouvez gagner plein de beaux lots. Par exemple, le lot que Solil, tu voulais, il fait partie des lots qui peuvent être gagnés au tirage au sort, le lot Hugin et Menin. Et on va vous envoyer sur la suite qui sera le jeu Représenter la magie, donc dans lequel vous allez pouvoir découvrir plein d'images tirées des illustrations, des adaptations, des fanarts, etc. sur tous nos univers. J'espère que cette conversation vous a plu en tout cas. Merci Lippi, Eridan, Dodoxos, Solil d'avoir participé à cet échange. Merci au chat pour votre participation. Euh, et, Merci à toi de nous avoir encadrés et à la technique Oui. d'avoir si bien suivi. et Oui. merci tout à fait à la technique pour nous avoir encadrés. Vous aurez tous les replays sur YouTube d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas, si vous avez loupé des morceaux, à aller voir. N'hésitez pas, si vous avez loupé d'autres émissions, à aller voir aussi. Et je pense qu'on va vous lancer en raid vers la chaîne de la garde de nuit pour l'avant-dernier créneau déjà du Fandival. Merci à Euh, vous. donc merci, voilà, merci beaucoup. Et puis le raid va arriver, probablement.
À une prochaine, les gens. Salut! À une prochaine. Salut. Salut. Merci.